Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Le podcast sur le monde de la radio et du podcasting, métier, technologie, histoire du média. Vous écoutez Des ondes Vocast, bienvenue. Des ondes Vocast. Merci pour vos retours sur Twitter et par mail contact@vocast.fr. La communauté réunissant des auditeurs passionnés et des pros du secteur s'agrandit petit à petit. Ça me surprend agréablement et j'espère continuer à vous ravir. Pour cet épisode, Valérie Boyer, la voix off féminine de RTL, vous parlera de son métier et de l'association Les Voix, regroupant les professionnels de la voix enregistrée. Ensuite, pour la partie innovation techno, tous les détails de la solution Radar, un outil permettant d'analyser en profondeur les métriques d'audience des flux radio en streaming. Nadège Verdurmen-Baptiste, directrice des ventes de cette solution de la société Daily d'Initié, sera en ligne pour répondre à toutes mes questions. Et finalement, cela fait depuis plusieurs mois que je voulais vraiment parler dans Des ondes Vocast. Retour sur une voix mythique de la FM, Super Nana, de Carbone 14 à Fréquence 3 en passant par Skyrock bien entendu, avec Michael Barbe, président de l'association Ciel Massup et fondateur du formidable site show-supernana.com. Nous allons vous parler de Super Nana en deux parties et la première partie est à retrouver dans cet épisode. L'émission s'appelle Des ondes Vocast et on commence cet épisode avec un focus sur la radio d'aujourd'hui, un tour des ondes direction RTL avec Valérie Boyer, voix off de l'antenne. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Si vous êtes fidèle à RTL, vous l'entendez régulièrement depuis 2006. Valérie Boyer est la voix d'antenne féminine de RTL et Valérie est mon invitée pour cet épisode des ondes Vocast. Élément essentiel de l'habillage et des bandes annonces de la station, la voix de Valérie fait partie intégrante de l'identité de RTL. Par exemple, c'est elle qu'on entend avec Yves Calvi dans cette promo antenne. Bonjour, c'est Yves Calvi. RTL Matin. Tous les jours, RTL Matin, c'est 2h30 pour prendre le temps de connaître l'actualité du jour, de la décortiquer, de s'en faire une opinion, mais aussi de comprendre en quoi elle impacte notre quotidien. Information et analyse, c'est chaque matin dès 7h sur RTL. Retrouvez aussi Yves Calvi et toutes les chroniques de la matinale sur rtl.fr et l'appli RTL. Bon, on annonce pour RTL Matin qu'on peut entendre tout au long de la journée au sein des écrans publicitaires. Et donc la voix de Valérie Boyer qui est en ligne. Bonjour Valérie. Bonjour Anthony. Depuis janvier 2021, nous avons fêté les 50 ans de FIP et justement, avant de travailler pour RTL, vous étiez animatrice pour Radio France. On pouvait vous entendre sur FIP, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. J'étais FIPette, comme on dit, mais à Lyon. Je travaillais à FIP Lyon. Et j'étais à l'antenne de FIP il y a déjà plusieurs années. Donc jusqu'à la fermeture de l'antenne locale ? Non, un petit peu avant. Moi, j'étais partie un petit peu avant pour faire que des voix et j'avais arrêté l'antenne de FIP avant sa fermeture à Lyon. Alors la question qu'on se pose tous ici, c'est comment devient-on la voix off d'une des premières radios de France ? Il y avait un casting, je suppose ? Eh bien, c'est vrai que c'est pas tout de suite évident. C'est un long parcours. C'est d'abord des années de radio et puis ensuite j'ai cessé d'être animatrice radio pour ne faire que de la voix off, avec des publicités radio, des publicités télé et tout ce que font les voix off. Des documentaires, de l'institutionnel, des doublages. Et puis ensuite, il y a des castings. Et puis on les passe et des fois on les réussit et des fois on les rate. Et là, pour RTL, nous étions nombreuses et j'ai eu de la chance d'être choisie. La voix d'antenne masculine de RTL est incarnée par Yvan Le Moëlic depuis 2006 également. Vos deux voix sont souvent utilisées pour le sound design, comme dans cet exemple pour les grosses têtes. RTL, 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Comment se passent les enregistrements ? Est-ce que vous êtes seul dans votre studio personnel ou est-ce que vous allez régulièrement dans les studios de RTL ? Non, on va dans les studios de RTL. On fait partie de ce qu'on appelle le sound design. Il y a des sound designers, des ingénieurs du son qui nous enregistrent, qui enregistrent Yvan et qui m'enregistrent aussi. On n'enregistre pas ensemble, parfois ensemble, mais assez rarement. Et après, il fait toutes ces bandes annonces, je fais les miennes et eux font le découpage suivant ce qu'ils veulent et suivant ce que choisissent les TCR qui sont nos techniciens metteurs en ondes, qui choisissent au fur et à mesure des émissions les bandes annonces, les promos et l'habillage qu'ils souhaitent avec nos deux voix. Et vous faites des enregistrements réguliers ou c'est spontané ? Non, c'est régulier. C'est régulier, 2 fois par semaine. Puisque vous interprétez également des pubs télé et du doublage, vous n'êtes pas salarié d'RTL, en fait vous avez le statut d'indépendant, non ? Non, je suis intermittente. Ah, vous êtes intermittente du spectacle. Et, voilà. Et est-ce qu'il y a des clauses qui vous empêchent de réaliser certaines prestations du fait que vous êtes voix off de RTL ou pas ?
Absolument pas. C'est une clause qui est morale, c'est-à-dire que je peux travailler. Évidemment, je fais des pubs qui passent sur d'autres radios parce que c'est pas moi qui choisis où sont diffusées les publicités nationales, les spots radio. Pour la télé, il n'y a pas de souci. Et la seule chose que je ne fais pas, et par moralité, je ne cite pas d'antenne d'autres radios. Alors, vous faites partie de l'association professionnelle Les Voix, regroupant différentes Oui. voix off. Alors, une organisation qui a été créée en 2010, que vous avez intégrée dès ses débuts. Quel est le rôle principal? Quels sont les buts de ce type de structure? Eh bien, ça sert déjà à nous rassembler, à nous connaître, à connaître ceux qui sont des voix off professionnelles, qui travaillent. On a on a une charte. On privilégie les enregistrements en studio, qui font travailler donc les studios d'enregistrement, les producteurs et les agents. On n'est pas tous obligés d'avoir un agent. Et après, on respecte des prix qui sont les prix d'usage. Et on ne fait pas n'importe quoi dans notre coin, ce qui ne nous empêche pas les uns les autres d'avoir des studios personnels chez nous. Mais dans ces cas-là, pareil, on respecte surtout en période de Covid, on respecte le cheminement, c'est-à-dire qu'on fait des sessions à distance, mais avec un directeur artistique, avec un ingé son, avec un studio relais, avec le client, voilà. Ça sert à aussi s'entraider sur des problèmes techniques, sur ce qui se passe dans notre milieu. C'est très utile. Et c'est vraiment une association qui a une grande utilité pour les voix off, et qui a un site qui nous permet d'avoir un site où on est référencé, où chacun a sa page et chacun l'alimente avec ses démos au fur et à mesure de ce qu'il fait, de ce qu'il diffuse. À l'origine de l'organisation Les Voix, c'est Patrick Cuban, c'est ça? Oui, au départ, il y a Patrick Cuban, et puis qui continue à avoir un rôle très actif au sein de l'association. Alors Patrick Cuban, c'est aussi la voix off de RTL2 depuis 2001, écoutez. Tout au long de la journée, RTL2, le son pop rock partout en France. Tous les jours, partout en France, RTL2, le son pop rock. Bon, c'est une voix qui est très connue, qu'on entend à la télé ou à la radio, et puis sur le site lesvoix.fr, vous pouvez entendre plein de démos de Patrick Cuban et de tous les autres comédiens membres, dont vous, Valérie. Et d'ailleurs, actuellement, à la une, vous proposez ce message en écho au début de la crise sanitaire liée au Covid-19. Les marques pour lesquelles vous allez entendre ces publicités ont choisi de maintenir leur campagne. RTL les remercie de nous donner les moyens de vous informer et de vous divertir. En un mot, d'être à vos côtés. Alors sur le site, en bas de chaque démo est inscrit le ton. Ce message est indiqué comme celui-ci qu'on vient d'entendre, comme informatif, neutre. Est-ce que ces informations-là, est-ce que c'est issu d'une certaine nomenclature? Est-ce qu'il faut vous préciser certains points quand on vous contacte pour une interprétation? Écoutez, c'est nous qui qualifions nous-mêmes nos démos, et ça aide dans le choix. C'est-à-dire que quand un comédien, parce qu'on est comédien, on appelle ça comédien voix off, cette profession, quand un comédien est choisi pour interpréter un spot TV, un spot radio ou même un documentaire, eh bien quand les agents ou même les futurs, les clients nous recherchent, il faut qu'on les aide. Est-ce qu'ils veulent une voix journalistique, ton journalistique? Est-ce qu'ils veulent une voix souriante, une voix grave? Donc ça aide à faire le choix. Et après, non, c'est nous qui choisissons nous-mêmes. Parmi une nomenclature qui est proposée, on choisit et ça aide au choix du client. Les clients nous appellent, on passe en studio d'enregistrement et ils nous disent, généralement il y a un directeur artistique, des fois il n'y a pas, ils nous disent ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, eh bien moi j'ai pour habitude de faire quelques essais sur le premier paragraphe, si c'est un commentaire pour la télévision, ou si c'est une pub, de la faire avec plusieurs tons. Et à ce moment-là, avec le client, on adapte selon le choix du client. Nous, on n'a rien, si vous voulez, à dire sur leur choix, si ce n'est être force de proposition. Cela vous prend combien de temps pour faire, par exemple, une promo d'antenne de 15 secondes? Alors, ça dépend. À RTL, je suis tellement habituée que ça va vite, puisque les producteurs avec lesquels je travaille sont d'excellents producteurs, ce sont des très bons techniciens. Et puis maintenant qu'on a établi le ton, parce que c'est ça qui est le plus difficile à trouver pour une radio, c'est le ton. Il faut qu'on puisse trouver le ton de l'antenne avant même d'entendre le logo, le jingle RTL. Une fois qu'on a le ton, eh bien, on a mis longtemps à le mettre en place avec Yvan. Donc ça va assez vite. Mais on peut faire ça en une prise, on peut faire ça en 3-4 prises. Voilà, c'est assez rapide.
Ouais, pour un nouveau client, c'est un peu plus long parce que vous devez bien définir la cible, vous devez bien définir l'objectif. Pour n'importe quel autre enregistrement, donc des spots pubs, télé, comme je vous disais, ou des commentaires institutionnels ou des commentaires d'émissions de télé. Et bien à ce moment-là, on choisit avec le réalisateur, quand c'est un film, quand c'est un commentaire de film, on choisit avec le réalisateur ce qu'il veut, quand c'est un documentaire. Et puis là, ça peut être un peu plus long et à chaque phrase, on peut réadapter ce qu'il veut. Et puis sinon, quand c'est un spot TV ou radio, oui, c'est plus rapide. Alors pour terminer, on va écouter une publicité que vous présentez sur lesvoix.fr qui m'a fait sourire. Cet été, retrouvez RTL sur l'application Direct Radio. Où que vous soyez, retrouvez tous les programmes et la musique diffusée en direct sur vos radios préférées. Vous pouvez aussi gérer vos stations de radio, accéder aux programmes, aux podcasts et aux dernières infos. Direct Radio, l'appli des plus grandes radios françaises sur smartphone et tablette, iOS et Android. Téléchargez maintenant Direct Radio. Donc Direct Radio, qui est un ancien projet d'application commune rassemblant les principaux groupes radio de France, avorté un peu de temps après son lancement en 2014. Donc Radio Player France, un projet similaire est prévu pour 2021. On attend avec impatience l'arrivée de cette plateforme et qui sait, peut-être que vous serez également appelé pour en faire la promo à l'antenne de RTL. Eh bien oui, si ça se fait, oui, j'espère. Bien sûr, on fera partie du projet. Oui, bien sûr, j'espère, j'ai hâte. Eh bien merci Valérie d'avoir accepté mon invitation. Merci Anthony, merci à vous. Et en espérant parler de Radio Player France dans la partie innovation d'un prochain épisode des Ondes Vocast, en attendant, on se penche pour cette fois sur un outil très intéressant pour analyser les écoutes des radios en streaming, le Radar, un produit de la société Daily d'Initié. Des Ondes Vocast, la radio a tout pour réussir. Daily d'Initié propose aux médias différentes solutions pour scruter leurs audiences. Cette start-up française fournit des tableaux de bord interactifs et complets qui facilitent l'analyse métier. À sa création, l'entreprise s'est concentrée sur les audiences télé. Les audiences télé mesurées par Médiamétrie, étude Médiamat, mise à jour tous les matins, sont proposées au sein d'un outil nommé le Daily. Une autre solution de Daily d'Initié agrège les données IPTV issues des box SFR et offre ainsi aux utilisateurs de l'outil SFR Analytics les chiffres d'audience de chacune des chaînes. L'ensemble des téléspectateurs passant par une box SFR n'est certes pas un échantillon représentatif de la totalité des visionnages, mais cela permet d'avoir un aperçu des audiences en temps réel. Et la société Daily d'Initié a récemment décliné ses produits pour les radios diffusées sur Internet. La solution nommée Le Radar utilise les données traitées par l'ACPM. Pour en parler en détail, je reçois Nadège Verdurmen-Baptiste, directrice des ventes et du marketing de Daily d'Initié. Bonjour Nadège. Bonjour Anthony, merci de me recevoir. Alors, tout éditeur de radio en ligne ayant adhéré à la CPM peut demander à avoir accès au radar à partir de 25 € hors taxe par mois. Alors, avec cet outil, les logs des serveurs de streaming sont mis en forme selon différentes vues, selon différentes grilles d'analyse, alors que la CPM ne donne qu'un récapitulatif chaque mois du nombre total de sessions actives par flux, donc en plus des sommes et moyennes de durée d'écoute. Donc, le radar, lui, c'est un outil qui permet d'avoir bien plus de détails. Mais d'où vient l'idée de ce projet ? C'est une demande de certains éditeurs, de régie, ou c'est directement la CPM qui vous l'a demandé ? En fait, moi, je parlerais presque d'alignement des planètes. Chez Daily d'Initié, ça fait assez longtemps qu'on voulait travailler pour le média radio. On est une société qui existe depuis 6 ans. On est aujourd'hui 6 collaborateurs. On a 4 développeurs qui s'occupent de toute la partie technique, et puis donc 2, le patron et moi-même, qui faisons un peu toute la partie hors technique. Et à l'origine, on a travaillé pour le marché télé. Donc aujourd'hui, nos solutions de DataVis, elles sont installées quasiment dans tous les groupes télé en France, de Arte à TF1, et puis on équipe aussi en fait des groupes qui diffusent en France, mais qui sont des groupes internationaux comme NBC ou Disney par exemple. Donc l'idée, si tu veux, c'était de voir finalement cette expertise autour des problématiques d'audience côté télé, comment on pouvait la déployer en radio. Donc ça, c'était un peu côté Daily d'Initié, je dirais. Et face à ça, tu as l'univers de la radio. Tous les groupes radio ont une stratégie qui est complètement intégrée, c'est-à-dire qu'en fait, ils raisonnent marque. Donc concrètement, il va y avoir des besoins en fait d'une meilleure compréhension de ce qui se passe sur le digital, de la performance des web radios, en quoi elles nourrissent la marque, etc. On a rencontré la CPM et l'idée c'était de se dire est-ce qu'on peut aller plus loin que la donnée qu'ils publient de façon mensuelle pour proposer quelque chose de peut-être directement opérationnel. Et puis après, forcément, une fois qu'on a eu l'idée, il a fallu la mettre en œuvre. Donc là, on est rentré dans une phase plus concrète. On a commencé les développements informatiques pour faire cet outil fin 2019. Première version présentée au cours du premier trimestre 2020 et on a été en mesure de commercialiser notre produit à l'été 2020.
Cet outil, dans quel contexte, dans quel but il peut être utilisé? À quoi il sert concrètement? Est-ce que vous avez déjà des retours d'utilisateurs? On a aujourd'hui 3 clients et on a aussi installé Radar en test chez pas mal d'autres groupes. Donc les remontées qu'on a aujourd'hui, si tu veux, c'est vraiment pour eux un moyen de mieux comprendre ce qui se passe sur leur écoute digitale, à quel moment en fait il y a des fortes ou faibles écoutes sur l'ensemble de leurs flux digitaux, web radio et flux premium. Dans le temps, comment évolue la consommation selon les cases horaires. Le gros intérêt qu'on nous a remonté sur Radar, c'est la fraîcheur de l'information. Parce qu'aujourd'hui, finalement, nous, on est en capacité de fournir cette information 5 jours après la diffusion. Pourquoi 5 jours? Pourquoi 5 jours? Oui, pourquoi 5 jours? Alors, 5 jours parce qu'en fait, comme on récupère la donnée qui arrive à la CPM de l'ensemble des radios adhérentes de la CPM, on doit attendre que tous les CDN aient fourni cette info pour pouvoir la mettre à disposition. Et ça, c'est une contrainte technique. On attend juste d'avoir un maximum de remontées pour pouvoir le mettre à disposition. Donc, clairement, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est 5 jours, mais demain, si on arrive on peut très bien envisager que ce délai soit réduit. Donc, l'intérêt d'information fraîche. Et il y a aussi un autre sujet que nous retournent nos utilisateurs et nos clients. Comme on est sur un logiciel qui peut évoluer assez rapidement en fonction des besoins. Donc, nous, on est très en demande que nos clients nous fassent des retours sur des besoins métiers pour enrichir, en fait, l'outil et le faire évoluer. Et typiquement, c'est ce qu'on a fait avec Radar. Au départ, Radar, on traitait de la donnée sur l'ensemble des logs qui remontaient, quelle que soit leur provenance. Et un de nos clients nous a dit, bah ouais, mais moi, j'aimerais bien avoir mes chiffres sur le périmètre France ou le périmètre monde, au choix. Donc, on a rajouté dans Radar la possibilité de filtrer ces résultats. C'est juste un exemple pour montrer que l'outil, il évolue et il va continuer à évoluer en fonction aussi des besoins métiers. Alors très concrètement, les visualisations peuvent être paramétrées pour un flux ou bien un ensemble de radios. Donc l'utilisateur est libre sur l'interface de choisir la période d'analyse, c'est-à-dire qu'il peut sélectionner une date de début, une date de fin. Il est aussi libre de choisir des créneaux horaires spécifiques, de 6h à 9h par exemple. Alors il y a 7 indicateurs qui sont proposés pour les résultats d'audience. Donc il y a le nombre de sessions cumulées, c'est-à-dire le nombre total d'écoutes, il y a le nombre de sessions par jour, le nombre de sessions moyennes, la durée d'écoute totale, la durée d'écoute par jour, la durée d'écoute moyenne par session, et finalement le dernier indicateur que je trouve très intéressant, c'est la part de marché qui est exprimée en pourcentage, c'est-à-dire que c'est la part du volume d'écoute, donc la part de marché dépend du nombre d'écoutes et de leur durée. Cet indicateur est basé sur l'ensemble des radios certifiées ACPM, donc en fait il varie du coup dans le temps. Alors l'interface du radar ressemble beaucoup à celle du Daily et de SFR Analytics, enfin du moins sur l'aspect global. Quelles sont les différences, s'il y en a, entre les tableaux de bord pour la mesure télé et la mesure radio? L'idée, c'est que quel que soit l'outil qu'on développe, il doit être le plus intuitif possible et il doit aussi bien pouvoir être utilisé par un patron de chaîne ou d'une station de radio qui, lui, va juste vouloir finalement peut-être un chiffre clé, la performance sur la veille d'un résultat, que par un expert qui, lui, veut vraiment creuser, comprendre les comportements, etc. Donc ça, c'est d'un point de vue design, on travaille beaucoup sur ces aspects-là, ce qui fait qu'il y a une forme d'homogénéité, que ce soit en télé ou en radio. Parce que finalement, il y a quand même des besoins de compréhension qui peuvent être un peu les mêmes. Il y a bien sûr des spécificités entre les marchés. Par contre, quand on a besoin d'un outil pilotage, ce qu'on veut, c'est comprendre la consommation de ses auditeurs ou de ses téléspectateurs, savoir à quel moment ils consomment, où est-ce qu'ils vont. Tout ça, c'est assez commun en télé et en radio. Donc, c'est pour ça que, d'un point de vue ergonomique, on est assez proche. En revanche, évidemment, il y a des fortes différences, et là, de plusieurs natures. D'une part, parce qu'on est sur des indicateurs qui sont différents, ça évidemment. En télé, comme on traite, par exemple, la donnée de médiamétrie, de la donnée panel, donc on est sur un traitement d'indicateurs agrégés. On va parler d'audience moyenne, de nombre de téléspectateurs, de GRP, le fameux GRP. On va avoir des résultats par cible. Quand on va traiter la donnée pour SFR, là, on est sur des connexions, puisqu'on est sur du temps réel. On va être sur des connexions de box, donc on est sur de la donnée foyer, par exemple. Et puis pour la radio, là, on va être sur de l'exploitation de logs, de logs de stream. Donc un nombre de sessions d'écoute, une durée de session, une géolocalisation de la session. Est-ce que c'est France, est-ce que c'est monde? Par appareil aussi, on peut savoir d'où vient la consommation, sur quel appareil il a été réalisé. Voilà, ce genre de choses. Donc, des indicateurs différents de par la nature même de ce qu'on recueille. Ensuite, on est un peu sur des logiques qui est
comment fonctionne un programme, comment fonctionne une case horaire, comment elle évolue dans le temps. Et ça, c'est des choses qu'on va retrouver aussi bien en télé qu'en radio. Très sincèrement, les visualisations proposées sont vraiment pertinentes. J'avais été bluffé en testant l'outil. En un coup d'œil, on a l'essentiel. Donc on peut comparer différentes radios de notre choix selon l'indicateur, la période et le créneau horaire souhaité. Mais moi, quand j'ai testé, il y avait les données de toutes les radios en fait. Donc c'était super intéressant. Là aujourd'hui, il n'y a que ceux qui adhèrent et acceptent de partager leurs données. Donc ça veut dire que les résultats des radios non adhérentes au radar aujourd'hui ne sont pas accessibles. C'est bien ça. Il y a 2 points sur cette problématique de partage de données. La première, c'est effectivement, on travaille avec la CPM sur les données que eux reçoivent. Donc, on est forcément sur un périmètre des radios adhérentes à la CPM uniquement. Il y a 2 grands groupes qui ne sont pas adhérents, c'est le groupe M6 et le groupe Lagardère. Donc, effectivement, on n'a pas les résultats pour les stations de ces groupes. À l'origine, on a travaillé avec les CPM. Pour nous, finalement, on récupérait les flux qu'à un seul endroit et c'était sur un ensemble de flux. Donc, c'était pour nous très intéressant de travailler comme ça. Après, techniquement, on est capable de traiter des flux qui soient spécifiques. Un flux, c'est un flux d'une certaine manière. Mais là, on va être dans une logique ad hoc. C'est un peu le même modèle qu'on a en télé, c'est-à-dire que notre outil sur médiamétrie, qui traite de l'audience médiamétrie, il n'est disponible que pour les gens qui achètent la donnée auprès de médiamétrie. Le client achète la donnée et après, il peut l'exploiter dans nos outils. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un autre sujet qui est quand même un enjeu très, très important, c'est au sein des radios adhérentes de la CPM, le partage des données. Ça, c'est encore autre chose, c'est est-ce qu'une radio souhaite ou non que les autres radios voient ses résultats à CPM. Autant quand il s'agit de la publication mensuelle, qui finalement sort en PDF une fois par mois, elles sont toutes d'accord pour être présentes dans ces rankings-là. Autant pour un outil comme Radar qui permet vraiment d'aller très très finement en fait dans la consommation, c'est un enjeu pour elles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une solution qu'on a voulu la plus ouverte possible. Ça veut dire quoi ? Je suis adhérente de la CPM, mais je ne veux pas que les autres radios voient mes résultats. Et du coup, je veux voir les résultats de personne. Elle peut accéder à Radar sur ces données qui lui sont propres, uniquement. Et elle restera dans cet univers fermé. Je suis une radio adhérente de la CPM, mais je suis tout à fait disposée à ce que mes données soient partagées, c'est-à-dire que je puisse voir la concurrence et la concurrence me voit. À ce moment-là, elle aura accès à l'ensemble des radios qui sont dans le même système. Alors par défaut, le radar fournit tous les résultats selon des créneaux horaires fixes, 5h, 6h, 6h, 9h, 9h, midi, etc. Mais des métadonnées peuvent être associées aux résultats d'audience collectés pour avoir au sein de l'interface, par exemple, le nom des émissions selon les créneaux horaires analysés. Donc le radar permet ainsi de comparer les évolutions d'audience selon une grille de programme. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Il est alors possible d'évaluer la performance de chaque émission jour après jour, ou bien de comparer avec les résultats d'audience d'autres radios sur les mêmes créneaux horaires. Mais alors, quelles sont les conditions pour intégrer ce type de données, la grille des programmes au sein de l'outil, par exemple ? La seule condition, c'est qu'on puisse récupérer de façon automatique cette information. C'est-à-dire que il faut qu'on trouve un système avec la radio pour qu'elle nous envoie sa grille de programme. Radio France, en fait, a une Open API où elle propose ses grilles de programme, par exemple. Après, on peut avoir des systèmes autres. On travaille avec un de nos clients vraiment en ce sens en ce moment. Finalement, eux, ils ont surtout besoin de l'émission dans sa globalité, pas forcément de connaître l'invité ou ce genre de choses qui varie chaque jour. Donc là, en fait, ils vont nous envoyer une grille de programme qui va être, ils vont nous l'envoyer une fois par an ou par saison, on va dire. On va injecter cette information dans Radar et donc le client aura lui aussi sa grille de programme. Nous, la seule limite qu'on a, c'est que on ne fait pas de pige et on ne peut pas avoir une personne qui soit mobilisée à 100% pour traiter cette information. Donc, il faut que ce soit automatisé, c'est tout. Je vais rebondir sur ce dernier point. Il y a justement la possibilité dans l'interface de réécouter une émission sur un jour et un créneau donné avec l'évolution des résultats au cours de la lecture. Donc ça, c'est bluffant, parce que c'est-à-dire qu'on clique sur play et on voit l'évolution du nombre, par exemple le nombre d'écoutes tout au long de la lecture. Donc vous n'êtes pas chargé d'enregistrer les piges. Du coup, comment ça marche en fait ce truc ? Alors ça, c'est pareil, ça peut marcher de plein de façons différentes. Là, ce qu'on a mis en place, c'est une version bêta. Kantar Media pige un certain nombre de stations. Alors, ils sont pas exhaustifs, mais voilà, ils ont, je crois, une dizaine ou une vingtaine de stations pour lesquelles, en fait, ils disposent des flux audio. Donc, c'est quelque chose qu'ils vendent aux radios. On leur a demandé, là encore plus pour le moment en version bêta, donc on a mis un système technique en place entre Kantar et eux. Donc, on récupère ces flux audio et corréler ça effectivement avec la consommation minute à minute de la radio en question. Là, le modèle est en train de se mettre en place, donc ça dépend aussi finalement vraiment du cas par cas. Je sais pas, demain, un éditeur a sa propre pige,
on peut discuter avec lui pour voir comment les intégrer techniquement. Alors il y a quand même un point noir pour moi, il y a quand même quelque chose qui manque cruellement dans l'outil, c'est la source, l'origine des écoutes. En effet, pour moi, il est quand même essentiel de comprendre d'où vient le trafic. Est-ce qu'il vient d'une écoute TuneIn, est-ce qu'il vient du site web de la radio, etc. Donc est-ce qu'il y a une fonctionnalité sur la feuille de route de développement en ce sens ou pas ? Ouais, ça c'est un vrai sujet. Tu as raison. Nous, notre contrainte, c'est que l'information, pour pouvoir effectivement récupérer cette donnée-là, elle doit être présente dans les streams et surtout non seulement présente mais exploitable. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit présente dans tous les streams. Aujourd'hui, c'est clairement le problème, c'est que c'est pas le cas. C'est que l'information qu'on a dans les logs aujourd'hui ne nous permet pas en fait de récupérer cette information. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'information de ce qu'on appelle l'user agent ou le référeur. On l'a, mais insuffisamment. On l'a pas dans tous les flux. On l'a sur certains flux, puis on l'a pas. Donc il faudrait qu'il soit systématiquement présent. Voilà, il y a tout un travail un peu sur la donnée elle-même pour qu'on puisse l'exploiter. Alors rappelons que l'écoute via les interfaces numériques ne représenterait qu'environ 15% du volume total d'écoute de la radio selon Médiamétrie. Donc ça veut dire que quand même, faut le dire, hein, les chiffres obtenus avec le radar ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble des écoutes, tous supports confondus. Cependant, est-ce qu'on retrouve des analogies avec les résultats qu'on obtient via, par exemple, l'étude 126 000 de Médiamétrie ? Est-ce que le pic d'audience, c'est le journal de 8 heures sur France Inter ? Globalement, oui, tu vas retrouver les pics d'audience de la radio. Donc oui, pour les stations, les plupart des stations, elles vont bien retrouver leur pic d'audience. C'est hyper compliqué cette question parce que tu as raison, on ne représente qu'une partie de l'écoute sur la consommation digitale. On sait que quand même chez Médiamétrie, sur l'audience France entière, le gros de l'écoute se fait aussi en mobilité, notamment en voiture. Tu vois, je peux pas te dire c'est forcément exactement la même chose. Ce n'est pas un échantillon représentatif. Non, c'est un petit peu comme SFR Analytics. Oui. SFR Analytics a l'avantage d'être exhaustif, comme d'ailleurs finalement les logs, c'est-à-dire qu'on remonte l'ensemble des consommations, mais que sur une partie de la consommation totale. Donc, pour certaines radios, ça peut quand même aujourd'hui être vraiment important, d'après certains chiffres. Il y a des radios qui ont une part du digital qui devient de plus en plus significative. Je suis assez quand même intimement convaincue que c'est de plus important pour monétiser son offre qu'une radio sache finalement ces web radios, comment est-ce qu'ils contribuent à l'audience de leur marque ? C'est quoi le rapport entre son flux premium et ses web radios ? Comment les gens se comportent ? À quel moment ils vont aller sur ces univers-là ? Parce que là aussi, on a des problématiques de monétisation. Et aller très finement sur ça, là, je pense que ça a de l'intérêt. Et c'est en ça qu'il peut y avoir une complémentarité avec Médiamétrie. Alors l'outil permet aussi, à mon sens, de mettre le doigt sur d'éventuels comportements d'écoute suspects, moins évidents à relever avec le récapitulatif mensuel du classement de la CPM. Alors bon, les écoutes potentiellement truquées se repèrent notamment lorsqu'un flux présente, par exemple, un ratio faible entre le nombre d'IP distincts et le nombre de sessions totales, un nombre d'écoutes assez élevé et constant dans le temps, ou même une durée moyenne d'écoute très basse. Est-ce que le radar peut jouer un rôle dans la détection des fraudes ? Et d'ailleurs, pourquoi on ne peut pas avoir des données sur le nombre d'IP uniques ? Ça donnerait une sorte d'aperçu, non parfait, mais du nombre d'auditeurs uniques. Donc ça, sur la donnée d'IP, j'ai envie de dire, c'est plus une question presque d'application de la loi, enfin en tout cas de volonté d'éviter un non-respect de la loi. Donc il est peu probable qu'on ait un jour les IP uniques dans le radar. Après, précisons qu'il y a plein d'outils qui sont conformes au RGPD, qui utilisent notamment avec des méthodes de hash pour traiter les IP. Là, c'est d'entente avec la CPM notamment et les CDN pour pas s'embêter avec cette question-là, quoi. En fait, c'était un moyen rapide d'éviter le problème. Peut-être qu'à terme, on trouvera des solutions techniques qui, effectivement, se garantiront le bon respect de la RGPD. Parce que ça manque cruellement, quand même, cette donnée dans le radar, quoi. Oui. non, mais c'est vrai. Je comprends le besoin d'un point de vue comportement, évidemment. Ça fait sacrément la différence entre le nombre de sessions et le nombre d'IP uniques. Même si c'est pas parfait, le nombre d'IP uniques. Oui, c'est vrai. Alors, là encore, c'est des choses qui pourront peut-être potentiellement évoluer dans le temps. Après, tu parles de détecteur de fraude. C'était pas le but initial de radar. En revanche, ce qui est certain, c'est que le gros avantage de radar, c'est que comme les utilisateurs ont une vision des streams et des logs au jour le jour, minute à minute, finalement, ils peuvent aussi avoir une vision sur la cohérence en fait de ces streams. Donc, je parlerai pas forcément, même sans parler de fraude, ne serait-ce que de pouvoir identifier des problèmes techniques. Tu le vois pas, comme tu disais, dans la donnée agrégée, mais tu peux le voir dans la donnée plus fine. Alors, la CPM certifie également les écoutes de podcasts. C'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de contenu délinéarisé à la demande. Les données traitées par la CPM sont très limitées, car il me semble que pour le moment, seules les statistiques côté hébergeur, donc côté serveur, sont récupérées. Donc pour moi, ça perd un peu de son intérêt, parce que sans les métriques côté client, donc à obtenir via Apple Podcasts, Spotify, etc., pour moi, il n'y a pas non plus beaucoup d'indicateurs forcément pertinents et exploitables.
Mais est-ce que c'est en projet de prendre en charge les visualisations des données d'audience, des podcasts, toujours à partir de la CPM, ou bien votre expertise, c'est le live et vous préférez rester, parce que déjà c'est plus facile, sur de la mesure de contenu live? J'entends ce que tu dis sur la CPM, et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on est sur ce périmètre-là. Avoir une mesure faite par quelqu'un d'indépendant, on va dire, et surtout qui va être faite de la même manière pour tout le monde, sur des critères identiques, c'est une première étape. Alors, je suis d'accord, enfin voilà, ça couvre sans doute pas tout, c'est imparfait, etc. Puis après, ça dépend aussi des gens qui adhèrent. Enfin bon, donc Surtout, ça, c'est que c'est assez peu résistant aux triches, quoi. Oui, mais après, voilà, le truc, c'est que moi, je crois plus à quelque chose d'unique qui va rayonner, qui va peut-être à un moment donné s'améliorer et s'improver peut-être techniquement, plutôt que chacun qui, dans son coin, va essayer d'avoir sa propre mesure, peut-être chacune de meilleure qualité, mais au final, je trouve que pour un marché, c'est toujours plus sain d'avoir quelque chose de commun. Pour le marché publicitaire. Ouais, exactement. Donc oui, nous, on a vraiment très envie de travailler sur ce sujet-là parce qu'on pense qu'il y a un vrai enjeu pour les radios. Donc là-dessus, voilà, c'est un projet. Très honnêtement, là, je peux pas te dire que ça y est, demain, on va intégrer les podcasts, parce que non, c'est pas le cas, mais on est en train de travailler, de réfléchir et de travailler techniquement pour voir comment on pourrait envisager d'intégrer cette information-là aussi dans Radar, ouais. Le Radar propose aussi dans sa version premium de traiter des données en dehors des chiffres de la CPM. Alors qu'est-ce qu'il est possible concrètement de mesurer? Est-ce que, je sais pas, une analyse des données de la 126 000 millimétrie, donc avec des ajustements pour s'adapter aux caractéristiques particulières de la mesure, est-ce que c'est envisageable ça par exemple? Oui, pourquoi pas. Alors par rapport à Médiamétrie, nous on est 100% disponible pour travailler avec Médiamétrie et avec le marché radio. Il y a déjà des outils qui traitent cette donnée et finalement des outils qui conviennent au marché. Donc à partir du moment où les gens sont contents de ce qu'ils ont et que la donnée ne bouge pas, difficile de trouver sa place. Enfin maintenant, je pense que la mesure va évoluer. Je ne sais pas à quel horizon, mais elle va évoluer. Donc il peut y avoir à ce moment-là peut-être de nouveaux besoins. Notamment pour le watermarking. Si jamais la mesure en watermarking se développe, ça pourrait être pertinent, un outil comme le Radar. Exactement. Avec le développement de l'AIP, donc nous, on est tout à fait ouvert à discuter en fait avec le marché, avec Médiamétrie, pour voir si ça peut avoir du sens d'avoir un outil qui traite ces données-là. Pour en revenir sur ta question de la version premium, alors est-ce que du coup ces travaux sur Médiamétrie rentreraient dans une version premium? À voir, ou peut-être ça peut être aussi un autre outil. Enfin là-dessus, on n'est pas du tout fixé. Nous, la version premium de Radar, on l'a plutôt envisagée sur quelque chose de très ad hoc pour un client. Ça veut dire quoi? Demain, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, bah voilà, moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est au-delà de la CPM, je voudrais suivre mes flux à moi en temps réel. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais vraiment en temps réel. C'est ce qui s'est passé il y a 5 minutes, quoi. Bah, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir avec lui dans une version premium. C'est-à-dire que, parce que là, ça nécessite vraiment de travailler de façon ad hoc avec lui. Comment sont ses flux, qu'est-ce qu'il veut exactement, etc. Et là, on peut lui proposer quelque chose. Merci Nadège d'être intervenue dans Des ondes Vocast. Tous les détails à retrouver dans un article texte associé sur blog.vocast.fr. Et n'hésitez pas également à jeter un coup d'œil au site web de Daily d'Initié, c'est daily.paris. Merci beaucoup Anthony. Et on enchaîne avec la partie archive, et pour cet épisode, il est question d'une grande voix de la radio, Super Nana. Des ondes Vocast, les archives. C'est une des plus grandes figures de la radio française. Super Nana a marqué toute une génération d'auditeurs, souvent jugés vulgaires. Ses propos pouvaient être considérés comme obscènes, mais Super Nana, c'est surtout un ton propre aux radios libres, une liberté qui s'entend, un franc-parler unique, et c'est ce que recherchaient les auditeurs avec qui elle s'entretenait au cours de ces libres antennes. Ciel Massup est une association dédiée à Super Nana. Son président fondateur, Michael Barbe, alias Fuchs, est mon invité. Bonjour Michael. Bonjour Anthony. Alors tu as créé show-supernana.com, vraiment un formidable site sur l'univers de Super Nana avec de nombreuses archives. Alors on va d'ailleurs écouter un des extraits issus de tes enregistrements personnels. Il y a tellement de choses à dire à propos de Super Nana, mais on va commencer par le commencement. Super Nana, Catherine Pelletier de son vrai nom. En fait, c'est avant tout une auditrice de la défunte radio Carbone 14. Carbone 14, c'était une radio qui laissait personne indifférent à l'époque. Entre les fausses prises d'otages à l'antenne, relations sexuelles en direct, même si finalement il y avait beaucoup de supercheries, cette radio libre était une station très trash, qui n'avait aucune limite. Et c'est suite à une émission avec Jean-Yves Lafesse qu'elle décide de débarquer Super Nana dans les studios et d'être animatrice sur Carbone 14. C'est bien ça? Tout à fait ça. Super Nana n'est pas du tout issue de la radio, de ce milieu-là, puisqu'à l'époque, elle travaillait dans une banque. Et elle est tombée sur Carbone 14 et elle intervient au téléphone suite à des injures de Jean Telet, qu'on connaît, qui est écrivain aujourd'hui. Il faisait des injures sur les personnes corpulentes. Et Super Nana est un peu corpulente. Et donc, elle annonce qu'elle va débarquer dans les studios. Et quand elle débarque dans les studios, elle est totalement ignorée, malmenée. Elle insiste. Et il y a le financier de Carbone 14 qui lui accordera un créneau le samedi
après qu'elle ait affirmé vouloir parler de sexe à la radio. Alors du coup, pourquoi elle a choisi ce pseudo Super Nana? La première fois qu'une auditeur de Carbone lui a demandé son nom, elle n'a pas voulu donner son prénom, elle a un peu flippé. Et comme ses collègues avaient des pseudos, il y avait Lafesse et David Grossex, donc au départ, elle s'est dit, bon, la femme, en référence à Lafesse, puis la meuf, la nana, puis elle a pensé à Super Nana en référence à la chanson de Michel Jonas. Puis c'était aussi la seule femme à l'antenne, donc c'est pour ça qu'elle s'appelait Super Nana. C'était son pseudo qui est resté jusqu'à la fin. Alors du coup, son émission s'appelait Poubelle Night. Ça consistait en quoi en fait cette émission? C'était une libre antenne? Ouais, c'était une libre antenne et le nom de l'émission portait bien sur l'état d'esprit de son émission, puisque c'était vraiment de tout et n'importe quoi qui passait à l'antenne. Beaucoup de provocations de la part des auditeurs et elle répondait de façon très cash derrière. Elle n'hésitait pas de les jeter de l'antenne, de les insulter et inversement. Enfin, c'était vraiment un ton libre et très cash pour l'époque. Ah oui, c'était aussi dans un milieu très masculin. On écoute un extrait de Poubelle Night. Poubelle Night. Avec Super Nana. Poubelle Night. Vous êtes flippé. Vous êtes vieux. Vous êtes con. Vous êtes branque. Vous êtes toxico. Vous êtes alcoolo. Vous êtes seul. En groupe et très très seul. Vous avez une platine qui ne marche pas chez vous? Eh bien, c'est la même chose à Carbone 14. Une émission laide pour des auditeurs très laids. Une émission pleine de cul. Une émission pleine de sperme. Une émission pleine de haine. Et une émission pleine d'amour. Poubelle Night. Avec Super Nana. Poubelle Night. Une radio de cons faite par des cons pour des cons. Alors pour les cons qui sont à l'écoute, et je sais qu'il y en a beaucoup, eh bien c'est le moment de téléphoner, c'est au 664 19 70. Allô? 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 Oui? Allô? 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 T'es à l'antenne? Ouais? Oh, t'es vieux, toi, hein? À qui tu parles? À toi? À moi? Bah c'est cool, c'est ça. À qui tu parles? Bah, ce que je voulais te dire, c'est qu'en parlant de sorcière... Ouais. Oui. Ouais? Ouais. Eh ben, c'est qui l'appareil, là? C'est moi. T'as José Lopez, Gino, Jean-Marc... Ah, la à fond, ça move, ça marche, ça swing, ça baigne. C'est super. Bah écoute-moi un peu. Bon, les sorcières, pour te dire, t'as affaire à un loup-garou, là. Un loup-garou? Ouais, ouais. Ouais, bah t'as pas l'air méchant pour un loup-garou, hein. Bah viens me voir, tu vas voir. Ouais, mais enfin, et puis je vais me déplacer pour aller... Enculé, ferme ta gueule une seconde, mais je te signale, c'est nous qui avons le pouvoir, tu fermes ta gueule. Je te signale que les... moi qui j'aille pour l'instant, là. Ouais, vas-y. Non, c'est pas toi. Non. Bon, il y a des sorcières dans le coin? Non, écoute-moi. Ouais, je vais t'écouter, les loups-garous, ferme ta gueule 2 minutes. Les loups-garous, ils téléphonent pas d'abord, ils sont dans la rue. Mais la preuve que non, il ressemble que je téléphone, moi. Bah oui, mais en drogue. T'es pas prêt de... Si jamais les poulets recherchent le mec qui a cassé les 50 tons au Père Lachaise, c'est moi, ok? Non. Oh, c'est gros, mais c'est vrai, les garçons. Quel révolutionnaire, il téléphone pour annoncer un truc comme ça? Ouais, je te pisse au cul, écoute un peu, garçon. Ouais, pisse-moi au cul, on vient de pisser sur la porte, déjà, ça suffit. Bah, viens pisser sur ma porte, je filme mon reste, si tu veux. Mais en antenne, hein. Jeune nazi, cause-nous. Vas-y, mais je t'ai jamais, moi, un reste tout à l'heure. Hein? Je t'ai donné.
Je veux rien foutre de ton adresse. Mais je te pisse au cul, moi. Oh, tu sais faire que ça. Un coup je t'encule, un coup je te pisse au cul. Mais tu m'encules, toi? Ça te gêne pas si je me retourne, non? Ben, prends ta bite et branle-la un petit peu, garçon, on va voir. C'est bien, vas-y, continue. Attends, je suis un peu inquiète parce que là, t'es en train de parler à Super Nana. Alors prends ta bite et branle-la. Je parle pas Catherine, je parle à toi, là. C'est moi, Super Nana. Arrête tes conneries, arrête. Oh bah c'est nouveau. Extrait de Poubelle Night, l'émission de Super Nana sur Carbone 14. Alors lancée à Paris le 14 décembre 1981, Carbone 14 disparaît le 17 août 1983, faute d'autorisation d'émettre. Super Nana a tenté de remonter la radio une fois que la radio a fermé. Oui, tout à fait. Elle s'est battue à la fin quand Carbone 14 a été fermé. C'était elle qui tenait bien les cordes pour que Carbone continue à vivre, mais ça n'a pas marché. Donc quelques mois après, elle a tenté de refaire Carbone 14. Le projet s'arrêtait à peu près au bout de 6 mois. Régulièrement, elle lançait des appels à ses auditeurs pour recevoir des chèques pour payer les factures de téléphone, les factures d'électricité. Et à l'époque, il n'y avait bien sûr pas du tout de pub d'annonceurs sur cette antenne, donc ils se débrouillaient par les petits moyens du bord. Et que Carbone 14, à l'époque, c'était un peu sulfureux et c'était dur de trouver des soutiens pour l'aider. Alors après Carbone 14, elle est allée sur d'autres radios. Elle a rejoint Ici et Maintenant. Et puis, elle a virevolté aussi du côté d'Aligre FM, qui est aussi une radio parisienne. Elle a sa propre émission et elle dirige aussi les programmes de cette radio parisienne pendant quelques mois, un an. Alors sur ton site, on peut retrouver justement des extraits d'émissions. On va écouter un extrait de Super Nana sur Ici et Maintenant. Super Nana, c'est toujours sur Ici et Maintenant, c'est toujours sur 93.1, c'est toujours au 45 77 19 99 et elle est toujours en forme. Allô? Oui, je suis à l'antenne. Oui, bonjour, c'est qui? Bonjour, voilà, il y a une question qu'on n'a pas encore abordée à l'antenne. Ah, je crains le pire. Bah non, pourquoi tu crains? Je suis étonné que personne n'en a encore ne t'ait encore posé la question. Est-ce que tu suces? Ben oui, connard, mais pas la tienne. Allô? Allô? T'es à l'antenne? Allô, allô? T'es à l'antenne. Attendez, je vais la chercher, elle a peut-être oublié. Allô? Ah bon, ben tant pis, hein. Allô? Oui. 45 77 19 99. Allô? Oui, je suis... 45 77 19 99. Je prends les gens en direct sur l'antenne, c'est-à-dire qu'au moment où vous composez le numéro de téléphone, vous passez directement sur l'antenne. Et que malheureusement, malheureusement ou peut-être heureusement, je n'en sais rien, vous n'êtes pas pris avant par téléphone, mais c'est peut-être pas la peine de me prendre pour une conne quand même. Allô? Tu suces? Voilà. Ah, bon. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une chose, voilà. Si vous aimez Super Nana, vous téléphonez avant lui. Unissez-vous tous. Téléphonez, bloquez-le, emmerdez-le. Allô? Super Nana. Oui. Bonjour, c'est mamie. Oui. Encore une. Encore une mamie? Oui. Mais c'est pas possible, y a que des vieux qui m'écoutent. Oh, bah, mais oui. où sont les jeunes? Oui, mais j'ai le cœur jeune. Mais moi je n'aime que les jeunes, j'aime pas les vieux. Dis donc, tu devais demander à un copain pour des sketchs de Robert Lamoureux. C'est exact. Hein? Tu te souviens? Oui, tout à fait. Mais j'avoue que j'ai oublié. Ah, bon, c'est pas grave. Tu sais ce qu'on va faire, mamie? Non. Parce que c'est un de mes amis qui travaille à France Inter chez Jean-Louis Foulquier. Et donc, on va prendre ton numéro hors antenne. Et Oui. comme ça, je vais penser à le faire. Bon, dis voir, je voudrais bien que te voir. Mais dans la journée, on peut pas te voir dans la journée? Oh, bah, je suis pas encore exposé au musée, mamie. Non, mais c'est parce que j'aimerais bien que tu vois le phénomène. Quel phénomène? Ben, Qui, toi? oui, oui. Mais à cet âge-là, c'est plus intéressant d'être vu, mamie. Ben, ça dépend. Bon, écoute, de toute façon, on va prendre ton numéro de téléphone. Oui. Je t'appellerai pour tes sketchs de Robert Lamoureux. Et puis, je passerai boire un petit thé chez toi. Incroyable de se dire qu'il y avait ça à l'antenne sur la FM à l'époque. C'est vrai que là, en 2021, ça nous paraît impensable. C'était Super Nana sur Ici et Maintenant, à retrouver en intégralité sur ton site show-supernana.com. Alors Super Nana était
très connue pour ses émissions cultes sur Skyrock surtout. Elle anime à partir de 1992 une libre antenne hebdo le samedi soir qui s'appelle Ciel Mon Rock. Et puis pour concurrencer Lovin Fun de Fun Radio, Super Nana anime même avec Laurent Petit-Guillaume Turlututu en fin d'après-midi la semaine. Ciel Mon Rock, très rapidement, ça a bien accroché. L'émission a rencontré un franc succès, sûrement à cause du ton très provoque et très libre de la part de Super Nana. Et concernant Turlututu, l'émission qu'elle a fait avec Laurent Petit-Guillaume, elle l'a rencontré un petit peu à l'époque de Carbone, mais c'est surtout au sein de Skyrock, le lien s'est fait entre Laurent et Sup. C'est une émission qui a été supprimée rapidement suite à un dérapage d'un auditeur. Turlututu, c'est une émission qui parlait 100% de sexe. Voilà, c'était en début de soirée, il remplaçait tous les mots sexe par des mots imagés. Par exemple, il disait voilà, l'émission qui a un chapeau sur le pointu. Il y a un auditeur qui était un peu plus cru là-dessus et ouais, à l'époque avec le CSA, c'est pas super bien passé. L'émission a été supprimée de l'antenne. Alors on écoute un extrait de Turlututu avec Super Nana et Laurent Petit-Guillaume. Nouvelle émission. Petit-Guillaume, Super Nana, Turlututu. L'émission qui a un chapeau sur le pointu. Pour nous raconter vos histoires de Turlututu, le téléphone 16 1 42 36 96 deux fois, le Minitel 36 15 Skyrock. Ou le fax pour vos jolis dessins. Oh, oui. On en reçoit des beaux. Et c'est quoi le fax? Parce qu'alors ça, je me souviens jamais. 42 21 99 99. Et puis on a un numéro de téléphone aussi, le 36 68 14 15. Avec tout ça, démerdez-vous. Allez, on y va, à qui le tour? Allez, c'est à Maude. Allô, bonjour. Bonjour Maude, Nantes. Maude de Nantes. Oui, c'est moi. Salut Super Nana, salut petit Guillaume. Ça va Maude? Ça va? Alors voilà, hier j'ai turlututé avec FX le Schtroumpf de Nantes. Avec un petit Schtroumpf de Nantes? FX le Schtroumpf de Nantes. FX, ouais. Il est connu d'ailleurs. C'est vrai, pourquoi il est connu? Bah il a déjà appelé, il est connu quoi. Ah bon, il est connu par qui? Par toi quoi? Comment? Est-ce qu'il a un gros pointu? Un tout petit pointu. Ah. Oh! Tout petit. Mais est-ce qu'il J'ai rien senti, c'est comme s'il avait rien fait. Mais est-ce qu'il sait s'en servir? Et même que le préservatif, il s'est cassé, tellement il était trop grand pour lui. Il s'est cassé en deux, c'était un préservatif en verre. Il s'est cassé le préservatif, il s'est barré quoi, parce que... Il ne faut pas prendre un tube à essai lorsque vous avez des petits pointus. Non. Ce n'est pas la peine. Et puis en plus, le mélange des genres après, jouer. Et alors, est-ce que ce FX, tu l'aimais, toi, avant? Ah non, pas du tout. Bah alors, pourquoi t'as accepté de turlututer avec lui? Et alors? Eh ben, il y a un truc qui m'inquiète, les filles, là. Vous êtes toujours avec des histoires de gros pointus, de petits pointus. Mais vous savez qu'il y a d'autres trucs dans la vie que le pointu. Il y a quoi? Et la langue. Ah, la langue. Oh, ça sert aussi, hein. Ah ouais. Turlututu avec Laurent Petit-Guillaume et Super Nana sur Skyrock, un extrait daté du 8 décembre 1992. Et on s'arrête là pour cette première partie sur Super Nana. La seconde partie est à retrouver dans le prochain épisode. Et puis pour les impatients, vous pouvez retrouver la suite sur Des Ondes Vocas Premium. Rendez-vous sur premium.vocas.fr. Et puis il y a aussi le site de Mickaël, show-supernana.com, où vous découvrirez plein d'archives et toute l'histoire de Super Nana. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocas. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux ou directement au sein des plateformes de podcast. Partageons ensemble notre passion sur la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Pour me contacter, c'est très simple, par mail, contact@vocas.fr ou sinon sur Twitter, @AnthonyGros, ANTHONYGOU2RAUD. Si vous souhaitez intervenir ou proposer des idées pour les prochains numéros, n'hésitez pas. Prochain épisode, début mars 2021. Des Ondes Vocast.